Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles à nos programmes. Nous en sommes à l'heure de ça se discute. Deux sujets sur la table de nos invités ce soir. Ce projet de loi de finances gestion 2024, ce projet de budget général de l'État évoqué en Conseil des ministres ce jour. Nous allons en parler avec et peut-être insister et revenir sur cette information de ce que les ressources de l'État seraient en hausse de 12,8% à hauteur de 236 milliards de francs CFA. Et ensuite, nous allons parler de la qualité de vie numérique au Bénin. Le Bénin qui fait son entrée dans le top 10 des meilleurs, en tout cas des pays les plus performants en la matière sur le continent africain. Nous allons en parler avec Pachedor Agossou, philosophe politique et enseignant. Bonsoir. Bonsoir François, bonsoir aux téléspectateurs et aux téléspectatrices. Sofoni Jed Kaboudé, économiste et directeur général du think tank l'Afrique des idées. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous portez bien. Je vais très très bien. Un grand merci. Voilà. Donc, Julio Tomenti ne devrait plus tarder à nous rejoindre. Alors, je vais commencer par vous, Sofoni Jed Kaboudé. En disant, malgré le contexte assez difficile, on parle d'inflation, on parle des chocs extérieurs, l'État arrive quand même à augmenter, on va dire, ses recettes. On parle de 236 milliards de francs CFA, sur lequel on peut mettre cette hausse sur, on va dire, le succès, disons, engrangé dans le projet d'élargir quelque peu l'assiette fiscale. Comment vous appréciez cette nouvelle? Oui. Alors, vous m'entendez bien? On vous entend très bien. Très bien. Parfait. Comment dire? Effectivement, le Conseil des ministres du jour a approuvé l'idée qu'on transmette le projet de loi des finances pour 2024, pour la gestion de 2024, à l'Assemblée nationale pour examen. Alors, bon, il n'y a pas de raison que l'Assemblée nationale ne vote pas ce budget, enfin, à double titre d'ailleurs. D'une part, parce que le régime a la majorité à l'Assemblée nationale, et puis, d'autre part, et cela me paraît être une raison plus importante, le budget qui sera présenté est sérieux, clair et équilibré. Par contre, quand on regarde quelques hypothèses, n'est-ce pas, ayant servi de base au budget, 2024, il y a quelques écarts avec les prévisions du FMI. Par exemple, le compte rendu du ministre, du Conseil des ministres, enfin, dans le compte rendu, on lit que le projet de loi des finances pour la gestion 2024 table sur une croissance du PIB d'à peu près 2,5% pour 2024. Alors, le FMI, dans cette prévision, table sur une croissance du PIB béninois, du PIB du Bénin, de 6%. Alors, il y a un écart de 0,5 points. Bon, pour les non-spécialistes, 0,5 points d'écart, c'est pas grand-chose. Cela peut paraître banal, mais c'est 90 millions de dollars américains, cet écart. Donc, c'est considérable. Et puis, quand on regarde la part des recettes totales dans le PIB, c'est-à-dire que le projet de loi des finances pour la gestion 2024 dit que, grosso modo, la part des recettes totales sera à peu près de 14,5% dans le PIB. 14,5% du PIB. Le FMI estime ce chiffre à 12,4% du PIB. Donc, on voit que, le gouvernement est plus optimiste que le FMI en ce qui concerne les recettes. Oui. Parce qu'il y a un écart de 2,1 points entre les deux prévisions. 2,1 points, encore une fois, pour donner une idée aux téléspectateurs, c'est près de 350 millions de dollars. Donc,
c'est le réalisé à la fin d'année, donc 2024, qui nous dira qui a eu les prévisions les plus fiables. Plus juste, ouais. Mais je rappelle quand même qu'il y a quand même des risques dont tient compte le FMI, etc., dans ses prévisions. Je veux rappeler par exemple qu'une aggravation du risque sécuritaire est de nature à affecter les flux touristiques et les investissements privés. Ouais. Et sur les flux touristiques, par exemple, selon les simulations, une baisse de 10% des flux touristiques induit un manque à gagner d'à peu près 0,23 points de pourcentage de croissance. Donc une baisse des recettes de 1,5%. Donc, ce qui peut nous ramener rapidement au 12,4 du FMI. Donc, si vous voulez, bon, il y a quand même l'autre hypothèse qui me paraît exagérément optimiste dans le projet de loi de finances, c'est au fond le taux d'inflation maîtrisé. Alors, donc, on lit clairement taux d'inflation maîtrisé, on anticipe un taux d'inflation maîtrisé pour 2024. Alors, je ne suis pas Madame Irma, mais ça me paraît optimiste. Déjà, le prévisionnel pour 2023, le prévisionnel initial était de 1,8. Oui. Après, on a publié de nouvelles prévisions pour la fin d'année de 2023 qui sont de 2%. Alors, je suis sûr que l'inflation réelle à la fin d'année 2023 risque d'être légèrement au-dessus des 2%. 2%, oui. On voit, moi je vois deux raisons, je vais en finir là, je vois deux raisons qui me font croire que pour 2024, l'inflation sera au-dessus, allez, des 2,5%, voire 3%, avec l'inflation sur l'alimentation. Quand on prend l'alimentation et les boissons non alcoolisées, je vois l'inflation autour de 5% fin 2024 en glissement annuel. Bon, pourquoi je dis ça et quelles sont les raisons? Il y a deux types de raisons, une raison locale et une raison internationale. La raison locale est évidente. La levée des mesures de soutien, des mesures prises en 2022 contre la cherté de la vie, et surtout la mesure de revalorisation du salaire dans les secteurs publics et privés, parce que quelques privés ont suivi les recommandations du gouvernement, eh ben, va induire une hausse des prix. Elle sera peut-être légère, mais mécaniquement va induire, c'est la fameuse boucle prix-salaire, n'est-ce pas? Et puis, il y a une raison internationale. Ça, c'est la raison locale. Il y a une raison internationale. Et là, je vous demande juste 30 secondes d'attention. Oui. L'économie... Oui. On pourrait revenir à ça dans quelques secondes. Alors, je termine juste avec la raison, parce que j'ai évoqué deux raisons, pour ne pas avoir de discontinuité dans le raisonnement. Exactement. Donc, la raison locale, c'est, je l'ai évoqué, c'est essentiellement la levée des mesures prises en 2022 contre la cherté de la vie et la mesure de revalorisation du salaire. Bon, la raison internationale, elle est simple. L'économie, à la fin de la journée, c'est de l'énergie transformée. Exactement. Et 80% de l'énergie consommée dans le monde provient des énergies fossiles. Et comme on a décrété la transition écologique au niveau mondial, les investissements en EP, donc ce qu'on appelle en EP, exploration et production, ont chuté de 71%. Exactement, ont chuté de 71% depuis 2024. Donc, on va avoir moins de pétrole globalement. Pas depuis 2024. Pardon, pas 2014, je dis. Ah, d'accord, ok. Excusez-moi. Oui, on a eu peur. Oui. D'accord, non. On chutait de 71% depuis 2014. Oui. Donc, on va avoir moins de pétrole globalement, mais comme la quantité consommée ne va pas diminuer. Eh bien, voilà. Oui. Et donc, comme on a une part d'inflation importée, et ça va rajouter à l'inflation. D'ailleurs, le gouvernement, dans le budget, a fait le budget avec le baril de pétrole à 80 $. Je vous annonce que le coût du pétrole depuis juillet, le coût du pétrole Brent se balade au-dessus de 90 $. Et ça ne va pas baisser de sitôt. Tous les spécialistes tablent sur un coût du pétrole
va s'orienter à la hausse. À la hausse, voilà. Alors que le budget a été fait avec une hypothèse du pétrole à $80. $80, voilà. Pas chez Gossou, là, Bon, vous savez, quand on est néophyte, quand on n'est pas du domaine économique et qu'on nous brandit un budget pareil, on se dit, bon, nous avons une économie résiliente. C'est la tradition. C'est la tradition. Bon, face au choc exogène, malgré la conjoncture internationale. Mais la crainte, c'était, il a rappelé quelques chiffres, c'était l'optimisme plus ou moins excessif que moi j'ai lu à travers ce projet, parce que quand on compare un peu les chiffres tels qu'avancés dans le projet et les chiffres du FMI, on se demande si nous n'avons pas, on n'a pas juste envie de faire croire ou de miroiter une année plus ou moins très prometteuse aux citoyens, parce qu'on a précisé dans le projet que près de 42%, je crois, sera consacré aux œuvres. 41,9%. Bon, on peut arrondir à 41,9, 42% au projet à impact sociaux. On reste, en tout cas, je reste assez sceptique, puisque la mobilisation de ces ressources au regard de ces écarts entre les chiffres du FMI et des nôtres fait poser beaucoup de problèmes. Et ça pourrait amener à des grincements de dents. Comment est-ce que nous allons combler si, entre-temps, les imprévus ou l'optimisme dont nous faisons preuve actuellement n'était pas au rendez-vous? C'est la question que je me pose. Et beaucoup d'autres citoyens, certainement, se posent la même question. Sur ce projet de loi, ce qui frappe à l'œil, c'est cette augmentation des 236 milliards de francs CFA en termes de ressources engrangées par l'État. Plus loin, on dit qu'elle résulte principalement des réformes fiscales et non fiscales centrées sur l'élargissement de l'assiette fiscale et la dynamique de consommation, puis des investissements massifs dans des secteurs clés de l'économie en cours de réalisation. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que comme les années, en tout cas comme depuis 2 ans ou 3 ans, il y a de plus en plus de Béninois qui participent, en tout cas qui payent leurs impôts, et d'autres secteurs productifs y contribuent. Ça m'inquiète, ce n'est pas qu'on a réalisé 12%. On attend réaliser en fait une augmentation des projections. De 12%. En sachant que pour la plus grande partie, nos ressources sont fiscales, donc issues des impôts et taxes. Moi, je suis inquiet. Je suis inquiet parce que quotidiennement, en fait, je suis dans la masse et je me rends compte de ce que c'est vrai, ce qu'on peut analyser, vous l'avez dit tantôt, un élargissement de l'assiette fiscale, mais ce que l'on pourrait analyser peut-être comme, comment dire, une agression, en fait, une agression fiscale d'une certaine façon. Parce qu'on a l'impression qu'on en demande trop, on demande un trop grand effort. Il ne s'agit pas seulement que de l'élargissement, en fait, de l'assiette fiscale, mais il s'agit, en fait, d'un certain nombre, en fait c'est la conséquence d'une certaine habitude à aller volontairement payer l'impôt ou en fait sur un certain nombre de taxes que l'on a tendance à renchérir quelque peu. Moi je suis un peu dans le domaine, immobilier foncier, et vous l'auriez remarqué, les droits d'enregistrement sur les transactions foncières, les taxes sur la plus-value immobilière. Nous savons ce que ça s'est passé de 2020 à 2021, de 2022 à 2023. Et là, j'ai peur en ce sens que 2024, on puisse connaître encore un certain réajustement à la hausse. Je me demande, est-ce que cela ne va pas quelque peu, puisque en fait les éléments qui permettent de capter véritablement l'impôt, c'est la consommation. Je me demande, malgré en fait ce que chef Kobode vient d'évoquer, la question de revalorisation et autres, est-ce que ça ne va pas contribuer à plomber en fait la capacité de consommation des Béninois, qui va certainement avoir un impact en fait sur la capacité de l'État à pouvoir véritablement recouvrir. Encore que oui, ça paraît très ambitieux en ce sens que on a besoin de ces ressources pour
investir, d'accord? On vous a parlé de 41,9% d'investissement à valeur, à caractère social. Et en même temps que l'on fait ça, est-ce qu'il n'est pas possible, en fait, de trouver un attelage pour quand même essayer de juguler, pour que, en fait, ceux qui paient l'impôt ou l'impôt qui est collecté d'une certaine manière, on puisse quand même nous alléger un peu, quand bien même on ne va pas remettre en cause, en fait, ces investissements sociaux. Parce que je reviens au mot, en fait, depuis le départ 2017-2018, le serrage de ceinture. Je m'attendais à ce que, plus nous allons vers 2026, il y aurait un certain relâchement d'une certaine façon par rapport à la contribution que l'on veut des citoyens, mais on se rend compte que c'est davantage, on leur en demande davantage. Donc, je crains en fait que 2004 soit, comme je l'ai dit tantôt, nous assistons à après une agression fiscale d'une certaine façon. Les tasses, en fait, se trouveront corsées. Et quand je parle tout à l'heure de la capacité de consommation, il ne faut pas ignorer en fait les tasses, un certain nombre de nature de tasses qui font que nos produits, aussi bien à l'importation qu'à l'exportation, sont moins compétitifs. C'est-à-dire quoi? J'ai noté la dernière fois, par exemple, on a sorti les chiffres du riz, de l'exportation du riz. On s'est rendu compte que le Bénin occupe désormais une bonne position, se ligue parmi en fait les pays exportateurs du riz. Mais ce qu'on note en fait, c'est quoi? Quand vous voyez la masse d'exportation et la masse d'importation, quand nous mettons ça dans la balance commerciale, je suis sûr, je parie, d'accord, à 99%, que la masse d'importation du riz dépasse largement, à une très grande proportion, la masse d'exportation. Ce qui fait que, en fait, ce qu'on a érigé comme taxes à l'importation, d'accord, les taxes à l'importation, ça fait quoi? Ça n'a comme conséquence d'amenuiser en fait la capacité de consommation des populations. Ce que vous pouvez peut-être acheter à 500 francs à cause des taxes, à cause des politiques douanières, ça va à 700, ça va à 800, ça peut aller en comptant aussi avec la surenchère dont fait montre en fait nos commerçants l'exemple du gaz que l'autre a appelé véreux d'une certaine façon. Donc tout ça contribue à amenuiser d'une certaine façon la capacité de consommation. Quand vous interrogez un peu, on a l'impression que véritablement c'est comme si on n'a pas le choix, mais en fait les effets d'ordre sociaux viennent à atténuer un peu, quelque peu, la souffrance en fait que je reprends encore, que l'agression fiscale nous fait subir. Mais bon, je me demande s'il n'y a toujours pas en fait des mécanismes d'ajustement qui permettent en fait de maintenir la barrière en termes de sollicitation, en termes fiscal par rapport aux populations, et en même temps maintenir un niveau d'intervention d'ordre social qui nous permette de sortir un peu en fait de nos carcans. Oui, en restant avec vous, c'est vrai que vous êtes spécialiste du foncier, de l'immobilier. Vous avez un cabinet qui en a fait sa spécialité. Est-ce qu'on peut supposer, est-ce qu'on peut dire que raisonnablement, eu égard à cette fameuse deadline pour l'enregistrement des domaines qui a échu récemment, on a vu quand même que les Béninois se sont précipités par milliers pour se conformer. On peut considérer que l'État est renfloué quelque peu les caisses de ce côté-là. Pas quelque peu, l'État en a renfloué suffisamment. Bon, suffisamment, c'est bon. Ça, c'est pas vous qui appréciez. On se demande où en est aujourd'hui, parce que ça continue. Oui. On se demande aujourd'hui où en est véritablement l'application de la loi, en fait, portant code foncier douanial, dont l'échéance par rapport aux transactions immobilières, ne serait-ce que sous société privée, c'est pour le 14, parce qu'au-delà du 14, nous avons pu constater que les gens continuaient à enregistrer. Donc, c'est comme si ce qui intéressait l'État, c'est la capacité à pouvoir capter en fait cette forme de tasse-là, c'est-à-dire en mettant en fait cette barrière rouge qu'est le 14. Sinon, en fait, véritablement ce à quoi on s'attendait, c'est que après le 14, les actes sous société privée qui ont été pris ou signés après le 14 ne devraient pouvoir plus être à l'enregistrement si ça ne passe pas
par en fait le circuit notarial, c'est-à-dire que comment dire, l'administration privée soit obtienne le sceau en fait des officines notariales. Donc on a l'impression que c'est un mécanisme mis en place pour capter davantage simplement en fait les ressources par rapport à la contribution de taxes d'une certaine façon, quand bien même ça n'aurait pas, parce qu'en même temps que, et c'est ce que vous noteriez, en même temps que au niveau en fait des centres d'enregistrement, l'enregistrement continue. Lorsque vous allez au niveau des administrations communales, on vous dit qu'il y a un délai de 14 et qu'à partir de ce moment-là, ils ne peuvent plus prendre. Par exemple, quand la vie ne prend pas, certaines administrations communales ne prennent plus, ne font plus les formalités. Là, tout le monde attend pour voir ce que les autorités, à travers le cadre de vie, le ministère du cadre de vie, va décider. Mais de l'autre côté, au niveau de l'enregistrement, l'État continue toujours de percevoir, en fait, d'enregistrer, de percevoir. On a l'impression que c'est peut-être l'effet financier seulement, ou bien la capacité à mobiliser les ressources qui importe beaucoup plus que la formalisation foncière, sinon la sécurisation foncière. Donc, entre la sécurisation foncière, d'où la capacité des individus à pouvoir mobiliser leurs ressources à payer pour aboutir à leur formalité, et vous le notez, je l'ai dit tantôt, on vous prend en fait pour l'enregistrement, mais vous n'avez aujourd'hui, vous ne pouvez pas continuer les formalités. C'est comme si on est simplement intéressé à prendre en fait votre ressource. Donc, en fait, c'était juste en fait une parenthèse pour davantage alimenter la destruction. C'est pourquoi je continue de m'inquiéter de ce que serait 2024 en termes de politique fiscale. Est-ce que cela ne va véritablement pas nous asphyxier? Sofoni Jad Kaboulé, au-delà de notre au-delà du Bénin, quand on regarde un peu les prévisions de l'UEMOA, quand on regarde un peu les prévisions de certains pays qui nous entourent, on a comme l'impression qu'on rentre dans une zone grise, eu égard aux turbulences externes, eu égard au surenchérissement du coût de l'énergie, comme vous l'avez décrit. Qu'est-ce qui peut nous attendre? Quels sont les scénarios qui sont les plus, on va dire, les plus probante à vos yeux? Effectivement, il y a la question de la conjoncture, je dirais, alors évidemment dans un premier temps international, mais la conjoncture sous-régionale. Ouais. On a un petit souci avec le Niger, n'est-ce pas? Oui. Donc, si vous voulez, à votre avis, quand on regarde la composition des exportations du Bénin, quel est le premier poste dans la composition des exportations du Bénin, à votre avis? Le coton? Eh bien, c'est le dernier. C'est le dernier. Ouais. En fait, vous avez 3 catégories en général, réexportation, coton et autres. Ouais. La réexportation, c'est plus de la moitié des exportations du Bénin. Donc, en fait, le Bénin, si vous voulez, c'est un pays où on ramène des choses et on les reçoit de l'autre côté. Donc, si vous avez des petits soucis, si vous avez des soucis avec des voisins, vers qui vous acheminez, vous faites de la réexportation, je peux vous annoncer que c'est quelques points de PIB qui partent. Oui. Donc la conjoncture sous-régionale pose aussi des défis. Et c'est pour ça que je continue de dire que je trouve, je suis très... J'attends mi-2024 pour voir s'il y aura un projet de loi... Non, un projet de loi de finances rectificative. Et pour voir quelles seront là aussi les nouveautés. Parce que le projet de loi me paraît excessivement optimiste. Déjà optimiste du point de vue des recettes de l'État, parce qu'il table sur des recettes à 14,5% du PIB. Oui. Même le FMI, qui est plutôt réputé d'avoir des prévisions optimistes, eh ben, le FMI anticipe 12,4% du PIB. Donc, l'autre point qui me paraît aussi optimiste, oui. C'est la question de l'inflation. Je l'ai évoqué. Oui, vous l'avez évoqué, oui. L'autre point qu'il faut évoquer parce que c'est l'éléphant dans la pièce, c'est la question de la dette publique. On ne va pas foncièrement, dans ce projet de loi, on ne va pas foncièrement baisser
la dette publique en 2024. On va rester encore au-dessus des 52% par rapport au PIB, comme taux d'endettement. Donc, alors, on va vous dire, oui, mais la dette, c'est pas le problème, c'est ce qu'on en fait. C'est ce qu'on dit en général. Eh bien, parlons-en. Et là, je vais être précis parce que c'est pas moi qui le dis, c'est le FMI. Le rapport du FMI, numéro 22, 245, page 25, il dit clairement, je cite, l'efficience des investissements publics est toujours à la traîne par rapport aux pays comparables. C'est un rapport dédié au Bénin. Oui. L'efficience des investissements publics est toujours à la traîne par rapport aux pays comparables. Pourquoi le FMI dit ça? C'est pas pour le plaisir de dire que les dépenses publiques au Bénin, ça va pas. C'est simplement le FMI évalue la gestion des investissements publics de 127 pays et donne une note de 0 à 1. Oui. Le Bénin a une note de 0,4. 0,4. La moyenne en Afrique subsaharienne, c'est de 0,6. Donc, on est largué, totalement largué. En fait, on a des investissements publics inefficients. Donc, quand on vous dit la dette, ce n'est pas un problème. C'est ce qu'on en fait. Mais justement, ce qu'on en fait, on le fait pas bien. On pourrait mieux faire. Oui, juste rapidement rester avec vous. Est-ce qu'il y a un problème principalement par rapport à l'énergie? Parce qu'on a vu ces derniers temps au Bénin par rapport au gaz. Au Togo récemment, les prix les prix frisent même l'inédit. On parle pour l'essence la semaine passée, c'était à 2500 le litre. Est-ce que d'autres pays l'ont connu également? Est-ce que principalement par rapport à l'énergie, à l'approvisionnement, aux coûts internationaux, il y a un problème particulier à signaler, puisque c'est votre domaine précisément. Alors, vous avez bien fait de souligner que c'est mon domaine et c'est surtout mon travail tous les jours. Tous les jours, j'essaie, pour le compte d'une entreprise, d'une multinationale de l'énergie, j'essaie de savoir quelle direction vont prendre les coûts de l'énergie, enfin, à la fois de l'électricité, mais aussi des combustibles, Oui. à long terme. Donc, il se trouve que j'ai une petite idée sur la question. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut rester à l'échelle mondiale, dans un premier temps. Et là, je vous demande de me suivre. Oui. Le problème, Oui. c'est que on a dit ce qu'on a fait pendant 2 siècles, c'est-à-dire le fait de consommer des énergies fossiles, eh bien, on découvre que ça réchauffe la planète. Premier point. Bon, comme ça réchauffe la planète, ça n'est pas bien de réchauffer la planète, n'est-ce pas? Ça a des conséquences. Et donc, il faut faire ce qu'on appelle une transition énergétique. Passer d'une forme d'énergie à une autre. Suivez le fil, hein? Et donc, comme on a dit ça, eh bien, vous voyez bien que le pétrolier, l'entreprise qui vend du pétrole, lui, elle n'est plus bien vue parce qu'elle vend en quelque sorte le mal. Puisqu'on a dit que c'est son énergie, c'est son produit qui réchauffe la planète et qui conduit la planète vers l'abîme. Oui. Eh bien, très bien. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ces entreprises? Eh bien, ils n'investissent plus. Ils n'investissent plus dans l'exploration. Ils ne découvrent plus d'autres réserves. Ils ne font plus de l'exploration. Ils n'investissent plus. Parce que, bon, on nous a dit c'est mauvais. Bon. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure en disant que les investissements en EP, en exploration et production, depuis 2014, ont chuté de 71%. Donc, on a eu une baisse considérable, quasiment, il y a quasiment plus d'investissement en exploration et production. Et donc, comme on ne découvre plus d'autres gisements, et que le monde consomme à peu près 100 millions de barils de pétrole par jour, et qu'on va continuer à consommer 100 millions de barils par jour pendant un bout de temps, que va faire le prix de l'énergie à votre avis? Ça augmente, on l'a déjà évoqué tout à l'heure. Oui. Eh bien, très bien, ça va s'envoler. Et donc, ce qui va se passer, comme l'économie, je redis ma phrase préférée, comme l'économie c'est de l'énergie transformée, eh bien, ça va se diffuser dans les prix. Parce que quand l'énergie est chère,
Mais les transports, cher, les transports est cher, la pétrochimie est chère, l'engrais devient cher. Et puis, vous allez avoir comme ça une diffusion du prix enfin, comment dire, de la hausse de l'énergie dans, au fond, le reste de l'économie. Et c'est pour ça, quand moi je vois que le gouvernement fait son budget sur un baril de pétrole de 80 à $80, alors là, vous posez je veux bien, non, je veux bien avoir l'optimisme du gouvernement. Voilà. C'est vrai que, oui. Ça fait vraiment réfléchir, puisque le citoyen ne pourra pas visualiser tout ce qui est en train d'être dit par M. Jett tout à l'heure. Lui, ce qu'il veut, c'est pouvoir soupirer. Or, nous autres, nous sommes dans une logique de serrage de ceinture, il a rappelé, depuis un certain nombre de temps. Et toutes les politiques semblent s'arrimer sur cette décision entre griffes politiques qui a été depuis toujours à l'actif de tout ce qui se passe. La seule préoccupation de l'État, selon moi, c'est le renflouement des caisses. Et ça rejoint un peu ce que Julio disait en parlant d'agression fiscale. C'est vrai, les avertis sont conscients du fait que pour qu'un pays se développe, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de miracle. Il faut que les citoyens, quand même, s'acquittent de leurs impôts. Mais chez nous, c'est que nous n'avions pas encore l'habitude de le faire à ce rythme-là. Voilà que maintenant, on veut vraiment aller à part chasser pour que l'objectif ou la vision du gouvernement soit atteinte. Est-ce que on n'est pas en train de vouloir sacrifier le citoyen, la population, à l'autel d'une vision face à laquelle ils se sentiront ou ils se sentent déconnectés? C'est ma question. Juste pour finir sur cette question, on attendra peut-être la publication des lois de finances pour trouver, je sais que vous aimez bien scruter la dernière page pour voir s'il y a des exonérations ici et là. Parce que les taxes, c'est pour tous les entrepreneurs, c'est la partie la plus importante. C'est véritablement la plus importante. En fait, ce qui est une évidence, c'est que l'Assemblée va consentir l'impôt, comme il est de ses prérogatives. Beaucoup plus sur des aspects sur le thème politique qui est favorable et sur le contenu même. Je pense qu'en fait nous avons un gouvernement et un ministre qui est là depuis 7 ans et donc une certaine maturité en fait dans la conception de la chose. Donc c'est pas sûr que ça puisse souffrir d'insuffisance technique fondamentalement. Donc ça va passer non pas comme une lettre à la poste, mais après étude de la commission des lois, la commission des finances de l'Assemblée nationale. Maintenant, sur le contenu et de l'incidence que cela peut avoir sur la population, nous venons d'en parler. Et je pense en fait, c'est quoi l'inquiétude en suivant ce que j'ai dit, que vous avez dit tout à l'heure, c'est que dans les tout prochains jours par rapport aux énergies renouvelables, dans les tout prochains jours, dans les prochains mois, c'est qu'on risque encore, parce qu'il faut le rappeler, l'État fait un effort pour quand même arriver à maintenir quelque peu le prix. Mais il n'est pas sans... on n'est pas à l'abri en fait d'une prochaine hausse en fait du coût du carburant. Moi, je raconte mon anecdote. Il y a cela 3 mois, j'étais encore à la station comme ça. Devant moi, quand on a arrêté le compteur, c'est passé de 650 à 680. C'était en direct. C'était en direct. Bon, l'histoire ne dit pas si vous en avez pris moins que prévu ou bien si vous avez pris le même. Justement, en fait, j'ai pris pour le coup pour lequel j'étais là, mais moins de quantité finalement. Moins de quantité. Donc, véritablement, je pense qu'en fait, l'État trouvera peut-être les mécanismes nécessaires pour que, dans l'ambition, en fait, de la hausse des hausses de l'État, que nous savons à grande majorité essentiellement fiscale, que nous n'en ressentions pas trop le coût. Quand bien nous savons l'ambition qui est derrière, qui est d'offrir en fait les services de base pour d'une certaine manière permettre de gigoler un peu en fait la crise sociale de toutes les façons. Oui, justement, il y a une question qui me brûlait les lèvres. À l'occasion, comme on a l'habitude de les voir, c'est une tradition également. Voilà, le projet sera introduit, envoyé à l'Assemblée nationale, il y aura les débats qu'on a l'habitude de voir. Justement, sur ces quelques points
puisqu'on parle de fiscalité, n'est-ce pas le lieu, comme on voit ailleurs, on va dire en griffe, que les députés fassent leur devoir, c'est-à-dire que précisément sur des points, vous parlez du foncier tout à l'heure, il y a beaucoup d'autres aspects qui touchent directement aux entreprises, ainsi de suite, que certains points soient discutés à l'Assemblée nationale pour essayer quelque peu, en tout cas que des députés militent, parce qu'on ne le voit pas forcément, on voit les prises de parole sur les grandes options de ce budget, mais par exemple on ne voit jamais de discussion sur, voilà, est-ce que je vais dire, peut-être prendre un exemple, le prix de la taxe foncière, le coût de la taxe foncière peut être rabattu de telle ou telle façon à tel montant ou peut-être exonéré. On n'a jamais ce débat-là, on dira que c'est en commission des finances que ça se passe, mais est-ce qu'il n'est pas peut-être temps que nos députés travaillent un peu plus que d'habitude, si tant est qu'ils s'intéressent réellement, disons, à l'équilibre, aux options prises par le gouvernement, au-delà des grandes prises de parole, des grands traits, le peuple souffre, le peuple a ci, le peuple a ça, mais qu'on aille sur des batailles concrètes. Oui, on aurait voulu, on aurait souhaité, et je pense qu'avec un peu de chance, nous pourrons l'avoir en tenant compte aujourd'hui de la configuration politique à l'Assemblée nationale, ce que nous n'avions plus depuis 3 ou 4 ans environ. Je pense que véritablement nous aurons en fait ce débat de fond. Non pas des débats politiques, mais purement techniques, orientés vers les aspirations populaires en fait de certaine façon. Donc j'ai bon espoir que le débat se fera sur un certain nombre d'aspects et non pas pour dire bon le gouvernement a fait ici, le gouvernement a fait ça, mais aller sur des préoccupations précises qui puissent intéresser la masse, qui puissent intéresser la population. Influencer les arbitrages du gouvernement. J'ai bon espoir que en fait ça va induire forcément un certain nombre d'arbitrages parce que entre l'introduction du projet de loi et le vote, il y a beaucoup de choses qui se font et je pense le gouvernement essaie, bon je dis dans un premier temps c'est bien fait, c'est vite fait, mais en fait c'est en respectant les délais et le document, je pense les premiers documents sont dans le public, ce qu'on observe généralement pas aujourd'hui. Nous avons des éléments, il y a des éléments de contenu d'analyse. C'est ce qui est intéressant. Les spécialistes vont s'y mettre. Et je pense que les partis politiques en ce qui les concerne, il ne s'agit pas en fait comment dire, de venir soutenir la tasse, mais d'être renseigné, d'être orienté avec l'appui des techniciens sur telle ou telle prise pour que les prises de position ou les prises de parole en cette matière-là soient véritablement pertinents et que ça ne soit pas des débats fleuves de politique politicienne, mais que ce soit des débats orientés vers le contenu, la qualité. Et je dis de qualité, c'est-à-dire oui, la qualité du budget orienté vers le bien-être des concitoyens ou bien ce que nous aspirons comme être la moyenne tenable aujourd'hui en termes de politique fiscale et en termes de rétribution ou en fait de services rendus à la population. Voilà, Sofoni Jetkabouré, je vous pose la même question. Est-ce que vous pensez qu'on arrivera à disons, à je ne dirais pas le grand soir fiscal, mais à ce débat fiscal pour que, au niveau de l'Assemblée nationale quand même, qu'on puisse, les uns et les autres, puissent, au-delà du débat politicien habituel, qu'on puisse confronter les idées, les arbitrages du gouvernement, parce que d'habitude, on a, le gouvernement passe pour celui, comme Tometi l'a dit, qui matraque les populations, ainsi de suite. Le gouvernement, de son côté, parle de mobilisation des ressources. Est-ce qu'il n'est pas souhaitable que nos élus en arrive à aller au-delà des grands traits de ces documents qui passent souvent comme une tradition? On sait à quelle période ça passe à l'Assemblée nationale, on n'attend pas grand-chose de ce qui s'y passe, au-delà des coups d'éclat. Mais est-ce que le débat fiscal, il n'est pas temps que le débat fiscal devienne quelque chose de tangible et de probante pour que les uns et les autres puissent se situer et que le débat puisse se faire et que les citoyens puissent se positionner par rapport à ces questions-là? Absolument, je suis totalement d'accord et je pense effectivement que c'est un sujet sérieux. Moi, j'ai toujours pensé comme Churchill qu'une nation qui essaie de prospérer par l'impôt, c'est comme un homme dans un seau qui essaie de se sortir par les poignées du seau. Ça ne marche pas. Mais je continue aussi de croire que
si vous voulez. Vous pouvez répéter ce que vous venez de dire, parce que... Ah oui. Oui. Alors, il y a Winston Churchill qui a dit que une nation qui essaie de prospérer au moyen de l'impôt, c'est comme un homme dans un seau qui essaie de se sortir par les poignets. Donc, ça ne peut pas marcher. Donc, la vérité, c'est que... et d'ailleurs, ça me permet de rappeler une habileté lexicographique de Rousseau. Rousseau a indiqué dans son fameux discours sur l'économie politique, il a dit impôt et imposteur, c'est les mêmes mots. C'est le O, l'accent circonflexe sur le O dans impôt, c'est le S dans imposteur. Donc il faisait cette comparaison pour dire que, en fait, ceux qui cherchent à plébisciter l'impôt, ce sont des imposteurs. Mais, bon, fini la blague. Plus sérieusement, je pense que la question de l'impôt, moi, ça fait un moment que ça me traverse. Et surtout, je pense qu'il faut le construire comme un contrat social. Parce que, après tout, on prend les impôts pour quelque chose. L'impôt doit être contributif, c'est-à-dire aller servir des choses que le privé, le citoyen individuellement ne peut pas faire. Par exemple, la police, il ne peut pas avoir de police privée. Oui. La justice, il ne peut pas avoir de justice privée. Oui. La diplomatie, il ne peut pas avoir de diplomatie privée. Donc, forcément, c'est la collectivité qui doit payer pour ces choses. Donc, après, la question, c'est si l'État s'occupe de son champ qui lui revêt obligatoirement, c'est-à-dire le champ régalien, est-ce que l'État doit se permettre de faire autre chose en plus? On peut par exemple imaginer que l'État peut construire des infrastructures. Bon, si on accepte ça, est-ce que l'État doit s'occuper des écoles? On peut dire oui, mais si on dit oui, la Suède a dit oui en 92, et puis le gouvernement a dit est-ce que ça doit se faire par des fonctionnaires? Et les Suédois ont dit non. Donc, par exemple, donc, vous voyez, c'est une forme de contrat social. Alors, je permets de dire que sur mon site personnel, j'aide JSK Opinion, umso.co, j'ai écrit sur mon blog un article qui s'appelle l'impôt comme contrat social. Oui, juste pour compléter ma question, vous allez finir là-dessus. Bon, est-ce que c'est opportun de comparer la Suède au Bénin? Parce que la Suède, pratiquement tout le monde paye des impôts. Ici, on en est encore à vouloir élargir l'assiette fiscale, ce qui fait d'ailleurs que le peu qui paye les impôts se sent matraqué parce que voilà, il y a une petite minorité qui supporte la charge pour la grande majorité. Donc, les défis ne sont pas les mêmes. Oui, non, je ne comparais pas du tout, en effet, la Suède au Bénin sous le rapport du consentement à l'impôt. J'ai évoqué la Suède pour donner un exemple d'établissement de contrat social. Oui, du contrat social. C'est ça. Oui, le sens. C'est ça. C'est-à-dire que la Suède a réussi à établir, vraiment par référendum, un contrat social. Sur à quoi l'impôt doit servir. Non, la première question, de quoi doit s'occuper l'État? Parce que à partir de là, il faudra des ressources pour l'État pour s'occuper de ces choses. Donc, la question d'abord, la première question, c'est que voulons-nous que l'État fasse confier non, exactement, confier à la collectivité? C'est une question démocratique. Oui, juste pour finir avec vous, avant de donner la parole à Pachedo Agossou, pardon. Est-ce que le secteur productif, quand bien même embryonnaire, je ne parle pas du coton et des autres spéculations, est-ce que on va dire, ce qu'on peut appeler la montée en puissance de Glodjigbe, même si on est encore loin des objectifs, est-ce que ce qui peut provenir de ces contrats d'exportation peut venir quelque peu, disons, je ne dirais pas compenser, mais mettre du beurre dans les épinards pour user d'une expression triviale. Est-ce que des recettes de ces côtés-là ne peuvent pas venir consolider quelque peu les hypothèses qui sous-tendent ce budget? Ou oui, c'est trop peu? Non, de toute façon, il faut faire
feu de tout bois, n'est-ce pas? Tout, il faut taxer tout ce qui bouge. Donc, bon, Non, allons taxer tout ce qui bouge. pas forcément. Je sais que ça, c'est le penchant libéral. C'est que vous. Ça, c'est. Mais pourquoi vous Vous êtes, me rappelez- vous êtes pourquoi vous très me libéral, rappelez- oui. Mais bon. Non, mais Parce que ce je n'est vous pas parle un- d'exportation ce de n'est pas un Glodibé, vous me parlez de taxation. Oui. Ah oui, non, mais je vous ai dit que, évidemment, que ça va être une locomotive pour l'économie béninoise. Vous oubliez surtout de dire que tous ceux qui sont à Glodibé ont bénéficié des exonérations monstres pour s'installer. On est d'accord. Mais ce qui montre que, donc, Oui. vous venez de démontrer que quand on taxe les entreprises, ça ne marche pas. Et qu'il faut leur promettre de ne pas être taxé pour Oui, qu'ils s'installent. je ne donnerai pas de l'eau à votre moulin, à ce Ah, moulin non, un peu c'est trop tout, vous libéral. l'avez fait. Voilà. Fâchez-nous à Vous Gossou. Non, merci. Non, n'y allez plus trop. Fâchez-nous à Gossou. Oui, comme il le dit, on peut aussi espérer que même si c'est en fait ça, en tout cas là, c'est maintenant que la machine commence à se mettre en place, que ces différents secteurs productifs, au-delà du coton, puissent venir augmenter, au-delà des taxations, au-delà de l'assiette, en tout cas des recettes fiscales, puissent venir augmenter aussi la besace de l'État et consolider les hypothèses qui sous-tendent ce projet. C'est le vœu pieux. C'est le vœu pieux que nous avons toujours caressé. Mais actuellement, cela ne peut s'opérer. Il n'y aura pas un enchantement. Donc, parlons de ce qui se profile à l'horizon. Parce que ça ne va pas se faire dans 2 mois, dans 3 mois. Ça ne va pas se faire dans 1 an non plus. Non, je vous fais remarquer que ce dont on parle là, ça a déjà commencé. Glodibé exporte déjà. Donc, je veux dire, est-ce que... Glodibé exporte. Mais est-ce que l'impact sera immédiat? Oui, c'est la question. L'impact ne peut pas être immédiat. Nous sommes en train de miroiter, vous l'avez dit, des réductions ou des subventions pour que les entreprises puissent venir, suppression de visas, etc., pour que les entreprises puissent venir. D'accord. Mais ça va prendre du temps. Pour que cela puisse véritablement impacter la mobilisation des ressources étatiques et permettre aux populations d'être moins essoufflées, forcément, cela va prendre du temps. Donc, Voilà. en l'état actuel, pour revenir rapidement à ce que vous aviez dit, il faut que à l'Assemblée nationale. C'est que nous savons que les commissions techniques bénéficient de l'appui des techniciens ou des avertis dans les milieux La commission dans des les finances domaines, ici, en voilà, l'occurrence, pour les conseiller. Oui. Mais en dehors de ça, c'est le moment de demander à nos députés de sortir de cette manière traditionnelle de jouer le rôle du député et d'aller vers les spécialistes pour pouvoir poser des questions pertinentes, pour pouvoir mener des débats objectifs, des débats de fond qui après pourront être brandis en face de la population comme étant des propositions mises sur la table mais qui auraient été mises de côté par le gouvernement compte tenu des choix personnels. En ce moment-là, on pourra dire oui, nous serons ou nous sommes l'alternative à ce qui se passe. Mais si on doit se cantonner à répéter le peuple souffre, si on doit se cantonner à dire non, ça ne va pas, sans pour autant sortir des éléments pointus, alors je crois bien que ce sera une lettre à la poste. Désolé pour Julio, mais ce projet passera comme une lettre à la poste, malheureusement. Et 2024 s'annonce comme étant l'année de... Bon, je ne suis pas pessimiste, mais où il y aura beaucoup de grincements dedans. Voilà. Julio, pour finir sur cette question. Non, je pense simplement pour être vrai que ce dont vous parlez, en fait, l'impact possible des initiatives d'industrialisation, je pense qu'il faut questionner en fait les prévisions budgétaires pour voir quelles sont les prévisions qui ont été. C'est une analyse de fond qui se fera pour voir un peu quel est l'impact ou le fait. Et l'autre chose, sur le débat, le contenu du débat, en fait, ce dont nous n'aurons pas droit et qui va faire peser en fait sur le débat les mêmes subjectivités, c'est quoi? C'est-à-dire quoi? Vous avez 2 partis à l'Assemblée nationale, 3 partis, 2 de la mouvance. J'ai toujours dit, en fait, les partis proches du pouvoir ne peuvent pas avoir les mêmes langages. C'est-à-dire quoi? Ils ont leur couloir de communication pour faire jouer, en fait, les arbitrages. Pas seulement forcément à la plénière. C'est-à-dire quoi? Si ils ont des propositions ou bien des objections, même, il faut le dire, ce n'est pas forcément à la plénière qu'ils vont venir dire ça. C'est pourquoi j'ai toujours dit, ceux qui sont proches ont leur couloir de communication qui ne sont pas connus de la masse de certaine façon. Donc, la voix qu'on aura, ce soit la voix
de l'opposition, notamment des démocrates, que nous allons peut-être encore tasser simplement d'opposants, de voix opposantes parce qu'ils sont opposants, et non pas de voir le contenu. Et j'ai bon espoir que eux-mêmes, d'une certaine façon, en voulant faire ce débat, ouvrir ce débat-là, vont se dépassionner des aspects politiques pour véritablement aborder les points qui peuvent s'intéresser, pour lesquels on peut avoir du contenu, comme je disais tantôt. On peut avoir du débat. Du débat. Et je pense que c'est de ce côté-là que nous pouvons être plus regardants pour espérer un peu avoir, en fait, débat par rapport à cette question. Les prochains jours, nous nous édifierons davantage par rapport à comment les uns et les autres vont s'approprier, en fait, ce projet de budget et ce qui en suit. L'essentiel, c'est que il faut que, en fait, l'intérêt supérieur de la nation puisse primer, et je dis toujours, il faut chercher à équilibrer les choses pour que véritablement, en fait, ça réduise notre pessimisme. C'est vrai que au niveau de l'exécutif, ils sont très optimistes, mais en fait, ça a des grains de pessimisme au niveau de la masse. Je pense qu'ils feront en fait le travail nécessaire pour que véritablement nous ne sentons pas plus que nous le sentons aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup Julio Tometti. Il faut ajouter qu'à chaque année, peut-être que ceux qui nous suivent, les populations ne le savent pas, le ministère de l'économie et des finances a l'habitude à chaque séance d'éditer ce qu'on appelle le budget citoyen ou accessible. Je pense que c'est au niveau CM2 où on explicite quelque peu pour que tout le monde puisse comprendre sur à quoi sert par exemple 10 000 francs de CFA quand l'État dépense 10 000 francs de CFA. Je pense que les organisations de la société civile ils le font et ils doivent le faire davantage, et surtout dans le mode de communication, en ne restant pas que dans le style français pour que véritablement cela soit accessible. On dit souvent que cela permet aux citoyens aussi de comprendre en fait ce que c'est que l'impôt, et donc à partir de ce moment-là, la perception ou bien libérer ces impôts n'est plus forcément en fait une certaine contrainte, parce qu'on sait à quoi ça sert désormais. Et il faut reconnaître que l'État n'a pas une manne, d'accord, dans laquelle il va puiser pour régler nos problèmes quotidiens. Tout ce qui se fait en fait dans la République, cela part de nos contributions. Et ce n'est que justice que tout le monde contribue. C'est en cela que nous parlons d'élargissement de l'assiette fiscale. On fait en sorte de faire payer presque tout le monde pour que cela ne pèse pas seulement sur un groupe. Voilà, merci Julio Tometti. Je rappelle que vous êtes juriste, gérant du cabinet juriste et associé, analyste politique, Bachedouard Agossou, philosophe politique, enseignant. Merci. Sophonie Jed Koboudé, économiste et directeur général du think tank l'Afrique des idées. Non, je ne ferai pas de commentaires de plus. Mais merci. Je voudrais dire simplement que les médias doivent prendre aussi leur part. C'est aux médias, exactement. Et bravo à ETélé. Il faudrait plus d'émissions comme ça où on explique ce que c'est. Parce que c'est fondamental. Ce qui se joue au problème de là, c'est comment l'État constitue ses ressources et comment il les dépense. Donc, exactement. C'est fondamental d'expliquer ces choses. Et évidemment, moi je suis à la disposition, évidemment, de n'importe qui. On l'a bien compris, on l'a bien compris. À titre gratuit, on l'espère, à titre gratuit. Pour l'instant, je ne suis pas très cher, non? Merci, Sophonie Jed Koboudé. Mesdames et messieurs, nous nous arrêtons là pour les échanges de ce soir. Vous pouvez retrouver justement ces échanges sur notre compte YouTube ETélé Bénin, notre site internet du même nom, notre page Facebook ETélé en direct et quelques extraits sur notre compte Twitter ETélé Live. Et bien évidemment, continuez par nous suivre via notre application ETélé Bénin. Merci de nous avoir suivis et à demain pour d'autres développements.